Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Poubelles débordantes, mouches et rats qui s'accumulent, la grève de la Société de collecte des ordures ménagères empêche le ramassage des ordures dans le Nord-Bas-Terre. Quel impact sur le tourisme, notamment dans la commune de Déhay? Le reportage d'ATV Guadeloupe en ouverture de ce journal. À Bas-Terre, l'heure était au passage en revue des troupes du RSMA. Les nouvelles recrues de la promotion de janvier ont été présentées. L'occasion pour les officiers de recevoir décorations et récompenses. La guerre des prix monte d'un cran dans le mobile. Les opérateurs de téléphonie ne se font pas de cadeaux pour devenir leaders sur le marché. Le lancement de la 4G a intensifié les hostilités. Le décryptage de Linda Kayarsi sur cette bataille est à venir. Et autre opération de séduction, celle des producteurs de bananes de Guadeloupe. Ils ont renouvelé leur opération La Banane à la classe dans les écoles primaires. Distribution de kits pédagogiques, dégustation de bananes. Tout un programme pour transmettre la culture du goût et du développement durable. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver. Les ordures et la saleté menacent-elles le tourisme dans le Nord-Bas-Terre? Depuis la grève déclenchée à la Société de collecte des ordures ménagères du groupe Vaiti-Lingon, plusieurs communes du Nord-Bas-Terre sont impactées. Ordures, mouches et rats qui s'accumulent dans certaines communes, notamment à Déhay, au lieu touristique de la Côte-sous-le-Vent. Reportage Moïse Dexter, Patrick Curie et les commentaires de Jacques Kenval. La conséquence de cette grève, la voilà. En pleine saison touristique dans la commune de Déhay, touristes et ordures cohabitent. Du côté des restaurateurs, triste constat, même avec leur bonne volonté, ils ne peuvent que subir. Je vois que le service de poubelle n'est pas régulier. En plus, vous savez, ça monte, ça ramène des rats. Et c'est pas joli et c'est pas beau, vous voyez. Alors une seule chose qui serait mieux, de voir un service régulier. Hein, c'est pas régulier. Vous voyez, ça peut rester 2 semaines de ne pas faire de poubelle. Vous vous rendez compte? Hein, chaque commerçant met leurs poubelles là-bas. Alors donc, en plus de ça, c'est pour les touristes, c'est un petit peu déplorable. Alors donc, on aurait aimé que le service soit plus régulier. D'autres se sont organisés pour aller jeter leurs ordures directement à la déchetterie. Un acte responsable et éco-citoyen. Ça gêne tout le monde, toute la population. Ils peuvent faire grève parce qu'ils demandent quelque chose qui leur est dû ou faire quelque chose de bien. Mais ne pas condamner la population. Parce que moi aussi j'habite Petit-Bout, c'est le même problème. Hein. Je suis obligée, mon mari, de prendre les poubelles et de le transporter de quelque part. Une situation qui ne risque pas d'évoluer tant qu'il n'y aura pas de véritable négociation ou au mieux qu'il signe un protocole de fin de conflit. Et en Martinique aussi, des professionnels se plaignent d'odeurs pestilentielles dues à l'évacuation des eaux usées dans la zone industrielle de Roche-Gravée. Une situation devenue insoutenable. On regarde le reportage de Louis Sabas d'ATV Martinique. La couleur de l'eau ne laisse aucun doute. Le liquide est chargé de matière fécale qui suinte depuis le trottoir par une chambre de tirage des télécommunications. Un ras-le-bol pour les garagistes de la zone. Ce qui est pénible, c'est que nous avons l'inconvénient de nous trouver donc, à côté de la décharge. Donc, ce qui fait que par rapport à ces odeurs et par rapport à cette eau, nous avons les mouches, nous avons les odeurs. Dans la zone artimétale de la ZAC de Rivière-Roche, l'eau putride coule en continu. La plupart des clients ignorent qu'ils traversent des eaux usées.
Mais les professionnels qui, ensuite, manipulent ces véhicules s'inquiètent des conséquences éventuelles sur leur santé. Lorsque la voiture passe dans l'eau, on soulève la voiture pour travailler en dessous. La poussière de l'eau, ça tombe, on peut respirer. Et ça nous donne des maladies. Les clients, ils nous disent ça sent de la merde. Voilà 6 mois qu'ils ont droit aux mauvaises odeurs, aux asticots et aux mouches parfois. Ils pointent du doigt des travaux qui ont été réalisés non loin de là. Problème, la zone est privée, mais le syndicat de copropriété ne fonctionne plus. Alors, pour se faire entendre, ils ne savent pas à quel sein se vouer. Ça coule, donc à chaque fois on nous dit c'est la CACEM. La CACEM nous dit chaque personne nous envoie à gauche, à droite. Et jusqu'à maintenant, c'est comme ça, c'est salvateur quoi. Pourtant, hier, un camion-citerne envoyé par la mairie foyalaise selon les riverains a nettoyé la place, débarrassant provisoirement l'endroit des vermines qui y pullulaient. Un répit pour les professionnels de la zone qui espèrent que le problème soit traité dans les plus brefs délais. Un tout autre sujet maintenant à Basse-Terre. Le régiment du service militaire adapté a présenté ce matin sa promotion de janvier 2017. L'occasion de procéder à une remise de décorations et de récompenses. Une prise d'armes qui a eu lieu sur le parvis de l'hôtel de ville. Moïse Dexter et Nathalie Dinan étaient sur place. Le rite de passage de tous les jeunes engagés au RSMA, la présentation au drapeau, elle signifie le passage du civil au militaire et valide leur premier mois de service. Il y a encore un mois, c'était des civils, n'avaient jamais touché une arme, jamais mis un treillis, ne savaient pas marcher au pas. Donc c'est ce qui leur a été inculqué durant ce premier mois de formation. On s'appuie sur les valeurs que font le militaire pour en faire après des bons citoyens. Les valeurs que l'armée prône sont souvent celles que recherche un patron. Ce changement de statut lance le parcours du jeune soldat. C'est quelque chose de très important dans la vie de jeune soldat comme moi, qui a vu sa vie changer à partir du moment qu'il est rentré au RSMA et qu'il apprend du savoir-vivre et savoir se tenir. Et de voir qu'on nous rassemble ainsi, après un mois de formation, qu'on ait réussi à évoluer, c'était quelque chose de très important pour moi. Une présentation ponctuée par la remise de médailles, la médaille de bronze du service militaire volontaire, constituant l'une des plus importantes obtenues par le récipiendaire. En tout cas, c'est un grand honneur puisque c'est une minorité du camp qu'il a et c'est vraiment un mérite pour les jeunes de l'avoir au SMA. Elle représente déjà le travail, la rigueur, le sérieux. C'est vraiment toutes les valeurs qu'on peut énoncer, quoi. Suite à la présentation du drapeau, ces jeunes volontaires poursuivront leur formation professionnelle en rejoignant leurs compagnies respectives. Et revenons maintenant sur le rapport de la délinquance de l'année 2016 dévoilé par les autorités hier. Selon celui-ci, les chiffres concernant les faits de violence se sont stabilisés par rapport à l'année 2015. Des données encourageantes pour le préfet. Croyez-vous au discours de l'État sur ces chiffres? C'est la question que vous a posée Patrick Curie ce matin. On vous écoute. Non, pas content. C'est pas possible. Ça fait qu'augmenter en fait. Et il est temps de trouver une solution pour ça et bon. Voilà. Franchement, je ne pense pas. Mais bon, on ne sait pas on est quoi. La violence a baissé. Dans le week-end, regardez tant de violence que nous avons eu dans un week-end. Alors je ne pense pas que ça va baisser. À mon point de vue, je ne pense pas. Parce que plus ça va, plus il y a de la violence en fait. Il y en a toujours en Guadeloupe. Hein. La preuve, ça fait pas longtemps qu'il y a eu 6 morts, je crois. Parce qu'ils disent leurs chiffres, mais à ce qu'on voit aux infos et dans la vie de tous les jours, non. Je n'y crois pas. Non. Mais on tue les gens tous les jours. Peut-être bien ça qui baissé, mais pour l'instant, non. Ah non, arrête ça. Peut-être qu'il faut nous voir éventuellement si il faut bien pour nous, mais pas quoi. Ça, pour la violence, elle est à l'extrême. Hein. Ça vient de d'abord, s'ils se tiennent bien, les jeunes vont se tenir bien aussi, je crois. Non, pas du tout. Pourquoi? De jour en jour, ça augmente. Ah non, mais on ça va passer. Donc on va ça va passer. Alors on va ça baisser. Pour moi, je ne pense pas. Parce qu'au début d'année, il n'y a déjà que des morts de fusil, il n'y a pas autre chose. Hein. Il n'y a même pas les morts sous la route. On a laissé la route, on est en train de tuer les gens avec des fusils. L'État doit se poser la question, qui est-ce qui font entrer les armes chez nous? Il y a trop d'armes en Guadeloupe. Et je vous rappelle que le préfet Jacques Billan devrait constituer dans les prochains jours un état-major extraordinaire pour lutter contre la violence qui sévit dans notre archipel.
Et en Guyane, la Fédération syndicale unitaire, qui regroupe de nombreux syndicats de l'éducation, s'inquiète des difficultés rencontrées par l'académie. Manque d'infrastructures, de personnel, insécurité, problèmes de paiement. La Guyane serait le département de France le moins bien loti, juste après Mayotte. Ce matin, ils ont tenu à rencontrer le recteur pour tenter de trouver des solutions. On regarde le reportage de Stéphanie Puglisi. Le système éducatif guyanais n'est pas en mesure de réussir ni la scolarisation de masse, ni la scolarisation de qualité. Des mots durs mais proches de la réalité guyanaise. Manque d'infrastructures, déficit de personnel et d'enseignants, décrochage scolaire, les difficultés sont les mêmes. Chaque année, 10 000 élèves âgés de 6 à 16 ans n'ont pas de place à l'école. Pour les syndicats de la FSU, l'arrivée d'un nouveau recteur ne changera pas tout. On a envie de faire changer les choses, on a envie de travailler dans l'intérêt général, mais il faudrait que ça se secoue un petit peu localement au niveau de l'administration, puis il faudrait que ça se secoue aussi nationalement dans les ministères. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème, je crois que c'est qu'à Paris, on s'en fiche clairement de ce qui se passe en Guyane. En fait, le recteur tout seul ne pourra rien changer. C'est au ministère de l'Éducation nationale, c'est au ministère des Outre-mer, c'est au ministère de l'Économie et des Finances, c'est aux partenaires locaux aussi de s'asseoir autour de la table et de vraiment avoir la volonté de faire bouger les choses et de faire réussir la jeunesse de Guyane. Malgré le passage de l'académie en REP plus la rentrée dernière, les inégalités demeurent. L'ensemble des moyens promis ne sont pas présents. L'équipe enseignante n'est pas la seule en difficulté. Les infirmières et les assistantes sociales de la fonction publique sont elles aussi en sous-effectif. Dans les communes isolées comme Papaïchton ou Grand Santi, les postes sont vacants. Et pourtant, le rôle de ce personnel est primordial. Alors notre rôle de base, c'est de contribuer à la réussite scolaire, puisque la santé est un préalable à cette réussite scolaire. Donc nous avons des missions de suivi des élèves, et notamment en premier lieu, la première des missions, c'est d'accueillir et d'écouter les élèves pour justement définir leurs besoins et pouvoir répondre avec une réponse adaptée à leurs besoins justement, et de pouvoir suivre après tous ces besoins qui ont été identifiés pour que le problème soit résolu. Et tout ceci demande du temps et des moyens. La croissance démographique exponentielle de la Guyane s'ajoute aux difficultés. La construction de 3 collèges et un lycée est prévue, mais pour répondre à la demande, c'est 10 collèges et 5 lycées qui seront nécessaires dans les 5 ans à venir. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes, moment de convivialité dans ce journal chez l'épicerie Tidegras installée en Guyane. Et puis l'opération La Banane à la classe fait son grand retour dans les écoles primaires de la Guadeloupe. Mais avant de rejoindre cette ambiance bon enfant, direction le monde des télécoms. Les opérateurs se livrent une guerre sans merci. L'arrivée de la 4G est devenue un enjeu majeur pour attirer de nouveaux abonnés. La guerre des réseaux et des prix, un reportage signé Linda Kayarsi. Plus d'un mois après le lancement de la 4G, forfait et couverture de réseau inondent le territoire. Chez l'opérateur historique Orange Caraïbes, moult forfaits, aux tarifs très compétitifs. Quant à la modernisation du réseau et le déploiement du très haut débit mobile, avec une couverture 4G, 4G+, il s'intensifie en 2017. Du côté des SFR, on met également en avant des prix très compétitifs et une qualité de réseau gagnante. Objectif, prendre le leadership avec la 4G. La bataille commerciale 4G est telle que les opérateurs jouent sur les offres. SFR propose par exemple des forfaits jusqu'à 30 gigaoctets, de data, appels SMS illimités, titres de presse ainsi qu'un espace de stockage cloud à partir de 49,99 €, alors que l'opérateur historique Orange Caraïbes lui pousse jusqu'à 40 gigaoctets de data, appels SMS illimités en local et vers l'Hexagone à 89 €. Enfin, chez Digicel, il faudra se montrer patient. Dans une publication Facebook datant du 30 novembre 2016, l'opérateur mobile se félicite d'avoir obtenu l'une des 4 licences 4G attribuées sur les Antilles-Guyane. Digicel prépare son réseau très haut débit pour cette année 2017, mais avec une couverture et un débit très significatifs. Au final, les usagers mobiles seront les seuls véritablement à tirer les avantages de cette bataille commerciale de la 4G. Et nous ouvrons une page sport maintenant pour la 7e année consécutive. La Guadeloupe va accueillir dans ses eaux la compétition The Race le 28 janvier prochain. Plus de 60 compétiteurs venus du monde entier viendront relever le défi. Stéphane Baudet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'organisateur de cette compétition. C'est la 7e année qu'elle se déroule chez nous en Guadeloupe. De quoi s'agit-il exactement, The Race ? Alors, c'est devenu une grande course de référence de longue distance et pluridisciplinaire autour du stand-up paddle, de la pirogue, du kayak, du prone paddleboard. Donc, on réunit toutes les disciplines
et on va faire de la longue distance en mer. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont peut-être pas forcément bien compris, je vous propose de regarder avec moi en image le spot de l'année dernière justement pour faire la promotion de l'événement. La compétition cette année aura lieu ce samedi matin au départ de Petite Terre pour atteindre la marina bas du fort Pointe-à-Pitre-Gosier. Le parcours s'annonce éprouvant. Oui, il est éprouvant parce qu'il est long. Et donc il y a 2 courses en pleine mer aussi longues au monde à ce jour. Une qui est mythique et qui est à Hawaï, la Molokai. Et maintenant, la deuxième, c'est en Guadeloupe. Voilà. Que représente justement cet événement, le fait que la Guadeloupe puisse accueillir, soit capable d'accueillir cet événement ici? En fait, ça nous permet de faire venir des compétiteurs extérieurs et on s'est rendu compte que la Guadeloupe offrait un terrain de jeu exceptionnel pour ce genre de pratique. La configuration de la côte, les conditions météo offrent des conditions parfaites pour cette discipline. Et ça permet de faire connaître la Guadeloupe, qu'elle rayonne au niveau international pour cette discipline qui sera peut-être bientôt olympique d'ailleurs, le paddle. Alors, le surf est devenu olympique, le paddle, pourquoi pas, bientôt. De toute façon, on est sur des sports de pagaie qui sont déjà au niveau des Jeux olympiques. Là, sur The Race, vraiment, on est sur un sport qui paraît un peu émergent, mais qui a un gros succès aux États-Unis, en Europe et maintenant en Guadeloupe. Je crois que vous avez prévu justement une nouveauté pour cette compétition cette année. Oui, alors cette année, du coup, ça va faire une compétition unique en son genre, puisqu'on a relevé le niveau, puisque la course sera en autosuffisance. On a décidé d'enlever un petit peu de bateaux d'assistance pour abaisser le bilan de carbone de la course, pour qu'il n'y ait pas trop de bateaux. Mais du coup, les concurrents ne seront pas ravitaillés, et donc la course se fera en autosuffisance. Donc ce qui rendra la course très difficile. C'est une course qui va durer à peu près combien de temps? Alors les premiers, ça va aller assez vite, 3h30, 4h, mais les derniers, ça va se boucler en 7h30. Alors des champions du monde seront également présents, de grands sportifs. Est-ce que cette compétition est également ouverte aux amateurs? Oui, tout à fait. Alors, les grands champions sont présents parce que grâce à des partenaires comme XL Airways ou Seth Cargo qui nous ont permis d'affréter du matériel et de faire venir des compétiteurs, donc ça c'est essentiel. Mais nous avons aussi donc, des Guadeloupéens qui participent et bien sûr des amateurs. La course est aussi ouverte en relais pour qu'elle ne soit pas trop élitiste. Donc tout le monde est le bienvenu sur cette course. Est-il toujours possible de s'inscrire? Non, là c'est fini depuis le 31 décembre. Alors vous l'avez dit, le paddle a connu une bonne progression ces dernières années en Guadeloupe et en Martinique. Est-elle en train de s'imposer comme une discipline à part, comme le surf, la planche à voile? Est-ce qu'il existe en Guadeloupe une équipe de paddle? Oui, complètement. Ça n'est pas qu'un phénomène de mode, puisque maintenant ça dure, c'est exponentiel au niveau de la croissance. Nous, au sein de notre association, le Waterman Karukera, on a 3 entraînements hebdomadaires. Et ça n'est pas que du paddle, c'est de la pirogue, c'est tous les sports de pagaie, puisque nos participants sont en général pluridisciplinaires. Il est très connu comme un sport de loisirs et pas forcément de compétition sportive. Ouais. Est-ce que les Guadeloupéens rayonnent lors de ces compétitions? Est-ce que ça a été le cas, par exemple, l'an passé? Oui, là, cet été, nous avons rapporté un titre de champion du monde en équipe à Hawaï. Oui, on a un bon niveau en Guadeloupe et surtout, on a un excellent terrain de jeu pour s'entraîner. Vous avez, j'imagine, alors beaucoup d'attentes pour cette saison? Oui, donc là, on a déjà des internationaux qui sont là, donc qui vont faire rayonner la course. En plus, les conditions s'annoncent parfaites pour samedi. Donc je pense qu'ils seront contents et ils vont parler vraiment de la course à l'extérieur.
Merci, je vous remercie en tout cas d'avoir accepté de répondre à notre invitation et de répondre à nos questions ce soir pour découvrir cette compétition. Direction la Guyane maintenant, là-bas il existe une épicerie solidaire nommée Tidegras. Elle propose chaque année aux démunis des galettes des rois pour festoyer. Ayouli Desjarma a suivi les préparatifs. On regarde ensemble son reportage. Là j'ai déjà préparé donc 6 kg de farine, donc je vais rajouter, ensuite je vais mettre mes épices, je vais rajouter de la... Les ingrédients de cette galette pays doivent absolument rester secrets. À un prix défiant toute concurrence et d'une saveur dont raffolent les clientèles, 12 bénévoles et pâtissières de Tidegras y prennent 24 heures à l'avance pour réaliser les commandes. Donc on se prépare en fait forcément chaque semaine à 70 galettes, ce qui veut dire que c'est une organisation particulière. Les préparations et les pesées en fait démarrent le jeudi, et donc le jeudi on prépare en fait des confections du vendredi matin qui vont partir en fait en cuisson demain matin à 6h, et après le matin on prépare les confections du vendredi après-midi, car nous avons en fait 2 rotations pour que les personnes puissent venir réceptionner leurs galettes, de midi à 14h pour le matin et le soir de 16h à 19h. Il n'y paraît pas, mais toute cette organisation sert à récolter des fonds. Depuis une dizaine d'années, l'entreprise d'insertion Tidegras vend ses galettes pour venir en aide à 1 millier de familles en situation de précarité. L'an dernier, la vente des galettes a généré 6 000 € de bénéfices réinvestis dans l'épicerie solidaire de Tidegras. Notre objectif, c'est de vendre des galettes traditionnelles à n'importe qui, à tout venant, celui qui est intéressé par rapport à notre confection, de manière à récolter les fonds. Et les fonds qui seront récoltés en fait durant toute cette période seront reversés en fait à l'épicerie sociale pour pouvoir acheter des denrées alimentaires en faveur de nos bénéficiaires. Ici, c'est le centre d'appel. Ces bénévoles y reçoivent une vingtaine de commandes par jour depuis le début du carnaval. Il y a beaucoup de personnes qui appellent par téléphone, ou sinon qui envoient des mails, ou sinon ils viennent directement passer commande. On prend les commandes jusqu'au jeudi 15h. Mais il y a aussi ceux qui tenteront sans doute leur chance en se rendant directement à Tidegras demain dès 7h du matin. Et retour en Guadeloupe maintenant, voilà déjà 7 ans que les élèves des écoles primaires découvrent chaque année l'opération La Banane à la classe, une opération initiée par les producteurs de Guadeloupe en partenariat avec le rectorat. Elle a pour objectif de susciter une culture du goût, mais surtout de fidéliser les jeunes générations. Le coup d'envoi a été donné ce matin dans une école de Petit-Bourg à l'Espérance Barboteau. Karen Diama était également sur place. On regarde ces gourmands. La banane est partie. Et en chemin, la banane rencontre qui? Le lapin. Et le lapin veut dire à tartelette, je vais te manger. Mais la tartelette, écoute plutôt ma petite chanson. Je suis la galette à la banane. De manière très ludique, les élèves de cette école maternelle ont découvert la banane et ses nombreuses vertus. J'ai appris que la banane, elle poussait avec un plant et une graine. Je pense que les habitudes se prennent petit. Quand on n'aime pas la banane petit, on ne va jamais l'aimer quand on sera, par exemple, en 6e. Donc les enfants, ils sont conscients que dans les bananes, il y a les bonnes vitamines, il y a ce qu'il faut pour qu'ils grandissent dans de bonnes conditions. Une fois contes et histoires terminés, un dossier pédagogique adapté à leur âge leur a été distribué. Objectif, découvrir l'histoire de la banane. Au travers de ce petit livret, ils peuvent trouver la documentation. Donc tout en s'amusant, ils vont faire du calcul, des mathématiques, de l'histoire et ils vont avoir toutes les informations sur la culture du fruit. J'ai appris que les bananes poussaient avec des graines et aussi avec des plants. J'ai appris qu'il avait plein de variétés de bananes qui existaient. Connaître la banane, mais en règle générale les fruits et leurs bienfaits dans l'alimentation. Une bataille qu'a entrepris la directrice de l'école. Depuis quelques années, à partir d'un constat, on voyait ce que les enfants apportaient, pizza, chips, etc. Donc nous avons interdit tout cela. Et dans notre règlement intérieur de l'école, nous privilégions les fruits. Donc chaque matin, ils reçoivent des fruits et tout ça. Et donc on s'est dit que ce serait une bonne idée de travailler justement avec la banane à la classe. Il est donc important de rappeler aux grands comme aux petits qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour en favorisant la production locale.
Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Il y aura des modifications au Gosier dans le cadre de la 7e édition de Gosier-Val. Le stationnement sera modifié demain dès 18h en raison du grand déboulé prévu lors de cette manifestation. Et puis l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au lycée Bainbridge des Abîmes de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler à la rédaction au 71 2 fois ou à nous envoyer vos communiqués à rédaction@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe. La tranche d'information continue dans un instant avec Eddie Planté pour Questions Directes. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton avis? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.